Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre fort intéressant, ma foi. Vincent Nouzille, Les tueurs de la République. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de la cellule alpha, qui est spécialisée dans les opérations Homo. Not what you think. La cellule alpha, c'est une petite cellule à l'intérieur des services secrets français. Et cette petite cellule qui est coupée du reste de la DGSE est spécialisée dans des opérations dites Homo. Homo pour homicide. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont chargés d'aller tuer des types à l'étranger pour le compte de la France. Comment ça marche? Alors il y aurait apparemment une liste nominative qui est approuvée par le président de la République. En tout cas, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et cette liste se trouve dans le bureau du président à l'Élysée. Connaissent cette liste le patron de la DGSE qui donne directement les ordres aux gens de la cellule alpha. La ligne de commandement, c'est François Hollande, le directeur de la DGSE, le type qui va faire. Connaissent cette liste encore le chef d'état-major de l'armée de terre et le chef d'état-major du président. Probablement le ministre de la Défense, et encore on n'est pas complètement sûr. On n'est pas les seuls à faire ce genre de choses, et d'ailleurs on est un peu des petits joueurs. On estime que pendant son mandat, Obama a probablement fait tuer à peu près 3000 personnes par drone. Rien que ça. Dont d'ailleurs probablement quelques cibles à la demande des services français qui savaient que les Américains pouvaient atteindre ces cibles plus facilement. Par exemple, on aurait fait tuer le chef des Chebab, Ahmed Godan, en Somalie, en 2014. C'est les Américains qui ont frappé, mais en fait c'est nous qui avions apparemment demandé. En tout cas, on faisait partie des commanditaires. Eh oui, la France tue des gens. Bon, bah c'est comme ça, hein, je veux dire, la géopolitique, c'est pas la saga des bisounours, donc de temps en temps, bon ben, la patrie des droits de l'homme décide que bon là celui-là il nous emmerde vraiment, donc il était là et il va disparaître. Bon. Alors, c'est pas très choquant, moi en tout cas personnellement ça me choque pas beaucoup, c'est comme ça. Ce qui est un peu gênant, d'après ce que dit Nouzille, c'est la facilité avec laquelle Hollande le fait. À l'époque de Gaulle et de Pompidou, les services français étaient très durs. Hein, c'est l'école Richelieu, c'est la raison d'État. Ils ont fait pas mal de saloperies. Mais c'était bien calculé, quoi. C'était pas une facilité. À l'époque de Mitterrand, apparemment ça a fonctionné de façon assez vislarde. Mitterrand était du genre à ne pas dire qu'il fallait faire, mais ne pas dire non plus qu'il ne fallait pas faire. Et il laissait un petit peu le patron de la DGSE faire la liste un petit peu, de façon à pouvoir lui dire en gros, bon ben, s'il y a un problème, moi j'étais pas au courant. Chirac, semble-t-il, a été assez répugnant à frapper. Il a pris comme règle en général de ne pas le faire, et puis de temps en temps, sous la pression des circonstances, il a transgressé cette règle. Sarkozy et surtout Hollande, là par contre, apparemment, c'est institué, quoi. On a connu en fait un peu la même dérive que les Américains avec Obama. Bon ben c'est facile, on a des moyens qui permettent d'aller tuer des gens à l'étranger, allez on le fait, quoi. Ça, c'est plus simple. C'est un peu gênant quand même d'utiliser ce genre de technique, semble-t-il, avec une certaine légèreté. C'est ce que Nouzille a l'air de sous-entendre concernant Hollande.
Alors, qui on tue? En gros, ceux qui nous posent un vrai grand problème, ceux qui entravent notre action sur le plan stratégique, et de temps en temps, des types auxquels on applique la loi du talion pour faire passer un message. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui a par exemple tué un diplomate français ou quelque chose de cet ordre, ce quelqu'un, on se le fait. Pour dire aux autres, en gros, vous voyez ce qui se passe quand on tue un diplomate français, vous avez bien saisi le message? Bon. Dans le cours de l'histoire que nous y déroule, parce que son livre parle d'abord de la cellule alpha, mais ensuite il extrapole, il parle d'une façon générale de l'action des services français quand ils ont tué des gens. Dans le cours de l'histoire, on a quand même tué pas mal d'opposants à des régimes amis en Afrique. On a filé des coups de main répressifs à des despotes. On a un peu fait du contre-terrorisme par manipulation, par stratégie de l'attention. On a même même beaucoup utilisé des criminels de guerre. Ouais, quand même, la France... Pas mal, pas mal. Ça vaut la peine de parcourir cette histoire telle que nous y la présente. Et surtout, il y a plein de détails dans l'histoire qui font réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui. Parce que forcément, on se dit, voilà, si ça s'est passé comme ça il y a 50 ans, bah, peut-être ça peut aussi aujourd'hui se passer comme ça. Par exemple, pendant la guerre d'Algérie, ce qui est intéressant dans l'histoire de la guerre d'Algérie, d'abord, c'est que ça donne une idée de ce qui pourrait se passer si l'État en France était confronté à une rébellion djihadiste ou disons islamiste. Parce que les acteurs sont un peu les mêmes. C'est la machine d'État française contre l'islam. La différence, c'est qu'on joue à domicile. C'est pour ça que là, on gagnerait. Comment ils ont fait à l'époque ? Alors, il y a eu des centaines d'opérations homo, des centaines. À la manœuvre, c'était Foccart, un ancien des réseaux Stay Behind, ou le père Foccart, attention, là le mec, il rigolait pas, quoi. Donc les dossiers étaient faits à un exemplaire, ils circulaient de main en main entre les cadres dirigeants. La décision était prise en war room, pas de compte-rendu naturellement, pas de traces, le dossier était détruit après décision, les consignes étaient transmises oralement, et le 11e choc était à la manœuvre pour aller tuer des gens. Pas mal de trafiquants d'armes, de marchands d'armes qui étaient en lien avec le FLN, puis d'une manière générale les soutiens européens du FLN. En Algérie aussi, ils ont frappé, et là ils ont employé une technique assez intéressante, en Algérie, mais aussi sur le pourtour méditerranéen. Ils ont employé une technique assez intéressante et qui donne une idée de la façon dont les centrales de renseignement peuvent s'y prendre quand elles veulent fabriquer un contre-terrorisme. En fait, ils ont fabriqué une fausse organisation pied noir, la main rouge, soi-disant constituée de pieds noirs extrémistes. Ils ont inventé un chef, un monsieur Christian Durieux, qui n'existait que dans leur imagination, mais ils ont chargé un acteur de l'incarner dans des conférences de presse, dans des fausses conférences de presse. Pure fabrication des services français. Donc la main rouge allait tuer des soutiens au FLN. Les services français y étaient pour rien, c'est des colons extrémistes, voilà, blablabla. En fait, derrière, c'était Foccart, c'était l'appareil d'État. Le terrorisme est d'essence étatique très souvent, mais le contre-terrorisme aussi. On pense à l'histoire des Galles en Espagne, etc. Bon, on est complètement là-dedans. Je vous passe les détails de ce que raconte Vincent Nouzille sur toutes les saloperies qu'on a pu faire en Afrique.
Bon, juste pour information, parce que c'est toujours intéressant pour des Français de le savoir, la guerre du Biafra, c'est quand même nous qui l'avons largement déclenchée pour essayer de mettre la main sur des réserves pétrolières, 1 à 2 millions de morts. Quand on s'est aperçu que ça serait pas rentable, on les a laissés tomber. On a utilisé des criminels de guerre serbes en Afrique dans les années 90. C'est-à-dire que les types dont on disait, nous, qu'il fallait absolument les arrêter parce que c'était des monstres, il fallait les traduire devant le tribunal pénal international de la Yougoslavie, blablabla. Par contre, après, on les engageait pour dire, bon, on a des Africains qui nous embêtent, là, il y a des gisements de matières premières, tu pourrais pas me nettoyer le terrain. Et en plus, ils y allaient pour faire ce qu'ils avaient fait en Bosnie, c'est-à-dire de l'épuration ethnique. Pour notre compte. Bon, alors, je rentre pas dans les détails, hein, mais tout ça est expliqué dans le bouquin de Nouzille. Bon. Tout ça pour dire que les gens qui disent aussi que on n'est pas forcément tout à fait perçu comme la patrie des droits de l'homme, fraternelle et protectrice par les Africains, ben, ils peuvent avoir un peu raison, quoi. Un peu comme... On apprend aussi des choses dans le fil de l'histoire que raconte Nouzille qui sont drôles, qui donnent matière à réflexion. Par exemple, on apprend que dans les années 80, Damas et Paris se sont parlé à coups de bombes. En fait, les attentats de 82-83 au Liban, c'était un dialogue. C'était un dialogue, c'était... si vous voulez, c'était le Damas au départ qui voulait dire aux Français, vous nous embêtez de faire ce qu'on veut au Liban, ça nous embête. Donc, boum, on va vous faire un petit attentat, là, on va vous tuer quelques ressortissants ou quelques soldats. Mais on a répondu. On a envoyé des équipes là-bas pour aller faire des attentats contre la présence syrienne au Liban. Et donc les Syriens ont dit, mais ils nous répondent, mais on va répondre. Et le Drakkar, c'est un dialogue. Hein. C'est-à-dire que quand il y a 80 soldats français qui meurent là dans l'attentat du Drakkar, c'est une discussion, si vous voulez. C'est juste pour dire, non, mais je suis sérieux. Tu vois, là, t'es 80 soldats, là, boum, allez. T'as compris. Toi, et tout le reste, ces attentats, etc., c'est des dialogues, c'est pareil. Donc il faut le savoir, et moi, ça me... Comment dire ? Ça me préoccupe un peu, quoi, parce que depuis novembre 2015, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui nous a passé un message à ce moment-là. Je ne sais pas exactement qui, je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai l'impression que le message, il voulait vraiment le faire passer très fort, quoi. Je dis ça, je sais rien, hein, mais c'est une hypothèse. Bon, on va pas parcourir sinon toute cette histoire, ça serait trop long. Le livre est très long, très dense. Je vous le conseille vraiment, intéressant. On peut quand même parler un petit peu, avant de conclure, du mode opératoire. Comment ça marche quand on veut tuer quelqu'un. Alors, apparemment, la cellule alpha, c'est une dizaine de mecs au maximum. Ils sont à l'écart des services français, les autres les connaissent pas. Ils ont des légendes complètes, c'est-à-dire une vie parallèle. Ils ont aussi des légendes qu'ils peuvent endosser à l'étranger. On loue des maisons, on ouvre des comptes, on ferme des comptes, on passe des contrats. Il y a des identités fictives, si vous voulez. De temps en temps, on fait appel à eux. On leur dit, voilà, on vous donne un dossier RFA, reconnaissance à fin d'action. Vous allez le lire, j'imagine après vous allez le détruire une fois qu'il est assimilé. Nous,
attention, on vous a pas vu, si vous vous êtes chopé, on peut pas vous garantir qu'on vous couvrira. Hein. C'est un peu mission impossible, quoi. Le type part, et quand il part, il ne sait jamais si c'est pour un exercice ou pour une vraie mission. Parce qu'à chaque fois, on lui dit, tu y vas, tu prépares tout, et tu attends le feu vert. Et quelquefois, au moment où il est sur le point de passer à l'acte, on annule. Non, feu rouge. C'était un exercice. Puis quelquefois, on lui dit rien. On lui dit feu vert, vas-y. Ok, c'est bon, il le fait. Comment il le fait? Alors, ça dépend. Tout est question de circonstances, il s'adapte. Mais le trip James Bond avec des trucs ultra sophistiqués, très compliqués, c'est pas du tout comme ça qu'ils font en général. Ils sont formés apparemment pour pouvoir tuer sans emmener de matériel spécifique. Très souvent avec des objets qu'ils vont trouver sur place, des armes par destination, ou avec des objets qu'ils peuvent se procurer sur place sans problème. Par exemple, il paraît qu'il est possible, avec des simples produits achetables en pharmacie, de fabriquer des poisons qui ne laissent pas ou très peu de traces. Donc si vous avez embêté fortement un gouvernement étranger et que d'un seul coup des gens très sympas vous invitent au restaurant, vous arrivez au restaurant, vous ne comprenez pas pourquoi, il y a une très jolie femme pour vous servir à boire, vous renversez votre verre et vous ne touchez pas à votre assiette. Conseil aux opposants qui embêtent des gouvernements un peu partout dans le monde visiblement. Bon. Il y a deux informations, sinon, que je gardais pour la fin de cette petite note de lecture, parce qu'elles sont croustillantes, je trouve. La première, c'est pourquoi Carlos a-t-il pu faire la trajectoire qu'il a faite sans se faire repasser? C'est quand même bizarre, un type qui embête plein de gouvernements dans le monde et qui se fait pas avoir. Eh bien, apparemment, si on en croit M. Nouzille, ce sont les Israéliens qui ont demandé à leurs partenaires de ne pas dézinguer Carlos parce qu'il était, du point de vue des Israéliens, parfait pour discréditer les Arabes. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que ça ne va pas faire plaisir à Carlos de l'apprendre. Bon. Croustillant. Et alors, d'autre part, particulièrement croustillant, et je conclurai là-dessus, ce que raconte Vincent Nouzille sur l'histoire des moines de Tibéride. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi, j'ai aucun moyen de le savoir, mais en tout cas, ce qu'il raconte est très intéressant. Et pour tous ceux qui croient qu'on est lucubre quand on parle de stratégie de l'attention, ouvrez grand vos esgourdes. À l'époque, dans les années 90, le GIA, c'est en apparence le grand ennemi de la France. Mais dans les services français, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions sur les liens étranges entre Zitouni, le leader du GIA, et le département du renseignement et de la sécurité, le renseignement militaire algérien, le DRS. Zitouni, c'est un ancien vendeur de volailles qui a été arrêté, puis remis en liberté. Ça, c'est un profil de mec qui a été retourné. Alors, il est difficile de savoir exactement pour qui il travaille. La DST qui planche sur le dossier parce qu'elle a des liens particulièrement forts avec le DRS. La DST, c'est l'enseignement intérieur français. Mais comme elle a des liens très forts avec le DRS, elle se mêle du renseignement extérieur, parce que la DGSE, par contre, est en bisbille avec le DRS. Les services sont en lutte.
la DST n'arrive pas à savoir exactement pour qui travaille Zitouni, parce que c'est très compliqué. Il y a des guerres à l'intérieur de la rébellion et des guerres à l'intérieur du pouvoir. Mais bon, il y a une hypothèse qui court à la DST. En fait, le DRS instrumentalise le GIA, d'une part pour obliger Paris à soutenir le régime d'Alger comme rempart contre le djihadisme, et d'autre part pour retourner la population contre les islamistes à cause des exactions que ces islamistes commettent. La coopération entre la DST et le DRS va à l'époque quand même très loin. En 93, le DRS organise une fausse prise d'otage d'agents consulaires français. Un faux enlèvement. Officiellement revendiqué par un groupe islamiste, etc. En fait, c'est la DST qui lui a demandé de le faire pour pouvoir justifier l'arrestation d'une centaine d'activistes du FIS en France. Et évidemment, le DRS s'est empressé de dire oui parce qu'il voulait que les types du FIS soient arrêtés en France. Lorsqu'il y a la prise d'otage en 94, la prise d'otage de l'Airbus Air France, c'est là que les relations entre la DST et le DRS commencent à se tendre, parce que les rôles des services algériens n'est pas clair. C'est à ce moment-là que la DST commence à se dire, mais qu'est-ce qui nous prépare au juste? Et c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir des doutes sur Zitouni et le GIA. Et quand les moines de Tibérine se font tuer, la question que se posent les services français, c'est est-ce que Zitouni a échappé au contrôle de son officier traitant, ou est-ce que le DRS est allé jusqu'à donner l'ordre de les exécuter pour bien faire comprendre aux Français qu'ils devaient soutenir le pouvoir algérien, sinon attention. Quoi qu'il en soit, il semble que la France ait fait savoir aux Algériens, enfin là c'est remonté au niveau du président de la République évidemment, et il semble bien que on ait fait savoir aux Algériens que M. Zitouni, là, il n'allait pas aller très loin. Et effectivement, peu de temps après, il s'est fait exécuter. Alors officiellement, c'est par ses frères d'armes djihadistes qui l'ont accusé d'avoir fait partie d'un groupe lié au service algérien, et qui l'aurait tué pour ça. Est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'est le DRS qui l'a flingué en mettant ça sur le dos des islamistes? On ne peut pas savoir. En tout cas, ça c'est un bel exemple de stratégie de l'attention, de manipulation croisée. Pour tous ceux qui pensent que dès qu'on parle d'instrumentalisation du terrorisme, voire de terrorisme fabriqué, on fait du complotisme. Non, non, on ne fait pas du complotisme. On parle de choses qui existent. Tout simplement. Vincent Nouzille, Les tueurs de la République. Très bon livre.